everyone. Thank you for Bonjour, joining. bonsoir à tout le monde. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui et nous allons commencer cette session maintenant. Nous avons attendu 5 minutes pour que les retardataires puissent se joindre à nous. Certains vont se joindre toujours à ce webinaire à mesure que nous continuons. Donc, avant de commencer avec la séance d'aujourd'hui, nous voulons vous faire quelques rappels pour un webinaire réussi. Donc, vous savez que certains webinaires ont des options différentes. Par exemple, en bas, il y a l'option interprétation où vous pouvez cliquer pour accéder à l'interprétation en espagnol ou en français. Assurez-vous que vous avez choisi le bon canal pour que vous puissiez écouter nos interprètes. Par ailleurs, il y a aussi une boîte questions-réponses QR où vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, avant de donner la parole à Beverly, je voudrais juste dire qu'au nom du POD, que nous sommes très heureux de pouvoir lancer ce manuel des coopérations. La participation du secteur privé ou plutôt son suivi est l'un des objectifs stratégiques du POD et nous essayons de faire la promotion de la responsabilisation aussi et de la mise en œuvre des principes de développement. Nous développons des principes de développement efficace ou de coopération efficace au développement. Et dans ce sens, la participation du secteur privé, un groupe de travail sur la participation du secteur privé a été coordonné, coordonne plutôt deux différentes initiatives. Et ceci fait partie de ces initiatives. L'une de ces initiatives, c'est ce que nous appelons le Private Sector Watch, qui vise à créer un répertoire en ligne d'informations sur la participation du secteur privé, des études qui sont réalisées par les OSC dans ce domaine. Et ce manuel que nous présentons aujourd'hui a déjà contribué comme ligne directrice sur un certain nombre d'études qui ont déjà été réalisées, des études de cas qui ont été réalisées qui sont disponibles sur le répertoire en ligne de notre plateforme en ligne. Donc, nous attendons vos rétroactions sur ce manuel qui sera présenté. Tout au long de notre webinaire aujourd'hui, nous aurons aussi des réactions de nos panélistes sur l'outil mais lui-même et aussi sur l'utilisation de celui-ci pour réaliser des recherches au niveau des différents pays. Avec cette introduction, je vais maintenant donner la parole à Beverly Longid qui va nous faire nous donner quelques propos liminaires aujourd'hui. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Joe. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous nos participants dans ce lancement de manuel des OSC pour le suivi de la participation du secteur privé dans la coopération au développement. Comme vous le savez, dans la coopération au développement, nous avons vu une tendance à la baisse des financements dans ce secteur et nous pouvons voir aussi ceci à travers la montée en puissance des mouvements populistes qui ont influencé le financement du développement. On me demande d'activer ma vidéo, mais je ne peux pas le faire. Je pense que je n'ai pas l'autorisation pour faire cela.
D'accord. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous nos participants dans ce lancement du manuel des OSC pour le suivi de la participation du secteur privé dans la coopération au développement. Comme vous le savez déjà, le financement de la coopération au développement a connu une baisse tout au long de ces années avec la montée en puissance des idées et politiques populistes ont influencé grandement les engagements pour le financement de la coopération au développement. Nous avons vu ceci à travers les budgets qui sont alloués. Ceci a conduit donc à des situations où les gouvernements, aussi bien que les entreprises multilatérales, à chercher le financement du secteur privé. Mais néanmoins, il y a un certain nombre de préoccupations, le manque de, de sûreté, aussi bien que des mécanismes de reddition de comptes dans ce domaine qui mettent les plans de développement ou le programme de développement le place dans une situation de risque et plutôt que de promouvoir des programmes qui pourraient éradiquer la pauvreté et faire la promotion du bien-être des populations marginalisées. Donc, c'est dans ce sens que le partenariat pour la coopération efficace au développement, a créé le groupe de travail sur le secteur privé qui vise premièrement à faire le suivi et évaluer la participation du secteur privé dans la coopération du développement, y compris le respect ou la conformité avec les principes de Kampala et l'approche des droits humains, et aussi développer une plateforme qui contient des preuves de participation du secteur privé dans la coopération au développement pour appuyer les plaidoyers et les recommandations de politique pour un développement inclusif et un partenariat au développement inclusif. Troisièmement, nous espérons aussi que ceci pourra renforcer les organisations de la société civile, c'est-à-dire nos capacités dans le suivi de l'efficacité de la participation du secteur privé dans la coopération au développement et dans les partenariats dans nos propres contextes. Donc, dans notre objectif de faire le suivi de la participation du secteur privé, nous avons réalisé des recherches, nous avons collecté des données pour renforcer la capacité du secteur privé. Et maintenant, nous avons le manuel des OSC pour le suivi de la participation du secteur privé dans la coopération au développement. Et nous espérons que ceci pourra contribuer véritablement à des sociétés plus inclusives sur la base des connaissances et des compétences qui seront développées qui seront ajoutées au processus de développement. Et aussi, nous espérons que cela pourra équiper les organisations de la société civile pour avoir une compétence, connaissance conceptuelle et dans le secteur de la participation du secteur privé. Ceci assurera aussi que les secteurs privés travaillent pour aider les populations. Nous espérons aussi que ceci pourra permettre de créer des mécanismes de développement axés sur les droits humains et aussi la promotion des populations marginalisées. Je voudrais dire que ce manuel est disponible en 3 langues, en anglais, en français et en espagnol. Et aussi, pour cette session de lancement de ce manuel, nous allons premièrement discuter de l'importance des mécanismes de suivi de la participation du secteur privé dans la coopération au développement à travers les plateformes de développement et en nous focalisant sur le rôle des organisations de la société civile. Deuxièmement, nous espérons pouvoir aussi situer le manuel au cœur des différentes ressources qui sont déjà disponibles sur la participation du secteur privé, tout en mettant en exergue le rôle de la société civile pour faire avancer un certain nombre de recommandations pour la coopération au développement. Et pour finir, nous allons essayer aussi de partager les bonnes pratiques du POD, des circonscriptions du POD sur comment utiliser ce manuel pour réaliser des études de cas sur la participation du secteur privé. Donc, je vous prie de télécharger le livre, le manuel. Nous espérons que ce ne sera pas juste un manuel de plus dans votre librairie numérique. Nous vous prions aussi de partager le manuel, de l'utiliser et nous serons toujours en
encore plus qu'heureux de recevoir vos commentaires, vos rétroactions sur ce manuel. Après cet événement, nous espérons que nous pourrons mieux comprendre la nécessité de faire le suivi de la participation du secteur privé et pour assurer aussi la réduction de comptes. Donc, une fois encore, bonjour, bonsoir, bon après-midi à tout le monde et merci. Merci, Beverly, pour cette introduction claire sur le rôle et les efforts. Nous allons maintenant prendre quelques minutes pour présenter une vidéo qui a été conçue par l'équipe de communication du PED sur l'approche du PED dans le domaine de la participation du secteur privé à la coopération au développement. Quelque part dans les vallées de Patagonie en Chili, une jeune fille était assise au bord de la rivière avec sa mère et son père. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, maman? Nous ne savons pas encore, Maria. Nous pourrions perdre cette rivière, nous pourrions perdre cette forêt. Pourquoi? Ils disent que il faut que nous fassions place au progrès. Il y a quelques mois, plusieurs personnes de la ville sont venues leur annoncer la bonne nouvelle. Votre ville sera un chantier du progrès. Le projet, ont-ils affirmé, est la réponse à la demande croissante de l'électricité du pays. Plus de coupures de courant ont-ils annoncé. Leur village à Lautaro sera partie d'un projet de développement. La centrale hydroélectrique est une co-entreprise entre le gouvernement et une grande entreprise. Mais bientôt, les parents de Maria ont compris ce que cela signifiait. Le projet inondera environ 5900 hectares de forêts, de vallées fluviales et de terres agricoles. Le projet de méga barrage du Chili n'est pas le premier du genre au Cameroun, au Népal, aux Philippines, en Inde et aux États-Unis, aussi bien que d'autres pays dans le monde. Des personnes ont été menacées contre leur communauté au nom des programmes de développement impliquant généralement le secteur privé. Compte tenu de l'expérience négative de nombreuses communautés et peuples sur la pratique du secteur privé, en particulier les sociétés multilatérales dans le développement, la société privée a trouvé des moyens de traiter avec le secteur privé dans le développement pour la coopération efficace au développement. Donc, l'année dernière, les organisations de la société civile, dans le cadre du partenariat des ESC, ont pu travailler pour qu'il y ait, pour veiller à ce que le secteur privé adhère aux principes d'efficacité du développement. Le PED affirme que les États devraient jouer un rôle central dans la fourniture de biens et de services publics d'une protection sociale universelle. Concrètement, le PED propose de mettre fin au financement de développement pour les entreprises qui privatisent les services sociaux de base et sapent le moyen de subsistance des populations et accroissent les inégalités. Par ailleurs, le PED demande aux organisations et aux sociétés civiles de travailler ensemble pour garantir les normes les plus élevées de transparence et de responsabilité. Le PED prône la reconnaissance de la protection des droits du développement des communautés ainsi bien que la promotion des petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs locaux en appui à l'industrialisation nationale. Enfin, le PED demande le renforcement de la protection du travail et de la promotion du droit à la négociation collective, à la formation syndicale et l'action collective. Le PED, dans ses divers rôles au sein du GEPDC, s'est engagé dans l'élaboration du principe de Kampala sur l'engagement efficace du secteur privé dans la coopération au développement. Approuvé par le comité directeur du partenariat mondial à Kampala en Ouganda en mars 2019. Les principes sont l'appropriation au niveau national pour renforcer la coordination, l'alignement et le renforcement des capacités au niveau des pays. Deuxième principe, résultat impact. Réaliser les résultats de développement durable grâce à des partenariats
3, partenariat inclusif. Principe 4, transparence et responsabilité. Mesurer et diffuser les résultats du développement durable pour l'apprentissage et la mise à l'échelle des réussites. Principe 5, ne laisser personne douter. Reconnaître, partager et atténuer les risques pour tous les partenaires. Le PED a salué l'élaboration du principe de Kampala comme une étape vers une participation plus efficace du secteur privé dans la coopération au développement. Cependant, le PED affirme que le GPEC doit évaluer la mise en œuvre et les implications de la nature volontaire des principes des principes de Kampala, la poursuite de financement mixte et d'autres accords de levier conformes aux principes d'efficacité, du développement, de la main-d'œuvre, de la responsabilité, des droits humains et d'autres normes internationales. Le POD est d'avis qu'il y a un rôle important que le secteur privé peut jouer dans la coopération au développement. Et l'expérience montre quand même que ceci n'est pas toujours la réalité. C'est seulement à travers la coopération et le respect des principes de Kampala que nous pourrons vraiment y arriver. En 2011, Maria a rejoint ses parents et d'autres dans son village, dans les rues de Koik pour protester contre le projet. La mobilisation s'est accrue et en juin 2014, le gouvernement a abandonné le projet. Cette histoire a une bonne fin, mais pour plusieurs autres cas, la lutte continue pour que le développement serve les intérêts des populations. Le POD continue donc de faire du plaidoyer inspiré par la vision des villages tels que le village de Maria qui puisse avoir ses possibilités à l'avenir. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter cela. J'ai aimé aussi les images qui ont été utilisées. Maintenant, nous allons vous présenter Marc Pascor, qui est le membre du groupe de travail sur la participation du secteur privé. Marc n'a pas pu participer à cette session aujourd'hui, donc il a enregistré une vidéo. Il fait partie de la présentation de ce document. Il nous fera l'outil, la présentation de l'outil lui-même. Nous voulons déjà mettre en exergue que c'est le moyen que nous avons pour renforcer les OSC dans le suivi de la participation du secteur privé à la coopération au développement. Voici la vidéo. Après, bonjour. Déjà, désolé de ne pas pouvoir participer à cette session à cause d'autres engagements que j'ai. Moi, je suis très heureux de pouvoir participer à cette séance avec vous du suivi de and the pushing for greater CSO involvement in the monitoring of indicators surrounding private sector engagement. Participation du secteur privé dans de suivi de notre programme et aussi dans le sens des principes de Kampala qui donne un certain nombre de flexibilités aux OSC pour que celles-ci puissent définir leur rôle dans le principe de Kampala. En ce qui nous concerne en tant que OSC, il est clair que nous prenons en considération cette fonction pour veiller à ce que la responsabilité et la transparence soient une réalité dans les efforts, les contributions, la participation du secteur privé dans les efforts de développement. Donc, sur la question de savoir pourquoi est-ce que nous devons faire le suivi de la participation du secteur privé, il est clair que nous voulons que ces
les intérêts économiques s'alignent aux objectifs de développement, principalement quand ceux-ci se rapportent aux questions de développement public. Donc, aussi, le deuxième point ici, c'est que tous les ODD ne sont pas considérés. Donc, il est nécessaire de s'assurer que la participation du secteur privé couvre un certain nombre de questions, par exemple, sur les objectifs importants tels que l'égalité du genre et les questions environnementales. L'autre aspect pour lequel, ou plutôt l'autre raison, c'est pour laquelle nous devons suivre cela, c'est que les financements mixtes sont souvent mobilisés dans les pays à revenus faibles. Et il y a un aspect là que nous devons analyser, comprendre pour voir si ces initiatives du secteur privé sont envoyées dans la bonne direction et si ces initiatives ont les bons objectifs à l'esprit. Nous avons vu aussi que les petites et moyennes entreprises sont tout autant importantes et il y a donc un besoin de les appuyer encore plus pour qu'elles puissent accéder aux ressources et au financement qui devrait leur permettre, si les multinationales si elles étaient des multinationales. L'autre problème que nous essayons de résoudre dans notre effort de suivi, c'est la question de la responsabilité. S'assurer que les multinationales soient responsables de le respect ou plutôt de la protection, ou plutôt responsables des impacts environnementaux et sociaux. Donc, le manuel veut définir le secteur privé du point de vue des OSC. Il y a une pléthore de définitions sur ces concepts. Certaines de ces définitions pourraient même inclure les organisations philanthropiques, ainsi de suite. Mais ici, le manuel est très clair et essaie de dire que le secteur privé inclut les entreprises, les institutions qui sont engagées dans des activités à but lucratif. Et le manuel reconnaît aussi que le secteur privé n'est pas une entité homogène et pourrait être différencié selon la taille, la nature des opérations et les objectifs. Et en général, nous les avons catégorisés dans ces groupes, les entreprises multinationales ou transnationales. Il y a aussi des minimes, petites et moyennes entreprises, et aussi il est important d'analyser le groupe des entreprises sociales. Ce sont des entreprises qui sont beaucoup plus touchées par des questions de développement social plutôt que la recherche de profit. Et aussi, dans le cadre de ce travail, nous avons exclu les entreprises qui produisent de la nourriture à petite échelle, qui pourraient être vraiment placées dans un autre secteur en bonne et due forme. L'un des points essentiels de ce manuel est qu'il propose une attitude générale du secteur privé envers les OSC, vise à les engager en maximum leur contribution potentielle au développement national et à l'emploi local, plaide pour leur inclusion et leur représentation légitime dans les partenariats de développement, ainsi qu'en augmentant l'accès aux outils de financement qui sont autrement accessibles aux grandes entreprises. Dans ce manuel, nous définissons également ce que c'est la participation du secteur privé en matière de coopération au développement. Nous commençons par définir le concept de coopération au développement lui-même qui repose sur le fait que celui-ci n'est pas motivé par le profit et opère une discrimination en faveur des pays en développement. Le
L'engagement du secteur privé dans la coopération au développement peut être décrit comme une activité qui vise à tirer parti du secteur privé pour atteindre les objectifs de développement tout en reconnaissant le besoin de retour financier des entités du secteur privé. C'est à cause de cette dualité d'objectifs inhérente à la nature du secteur privé, c'est-à-dire qui est de s'engager dans des activités lucratives, que surveiller l'engagement du secteur privé devient essentiel pour s'assurer que ces objectifs sont conformes aux objectifs de la coopération au développement. L'une des formes les plus connues de l'engagement du secteur privé est le partenariat public-privé PPP. Ce manuel tire ses orientations du rapport 2020 sur les services financiers de l'Union européenne et s'appuie sur les résultats suivants de ce rapport. Les partenariats publics-privés n'apportent pas d'argent frais, mais peuvent créer une dette cachée. Les financements privés coûtent plus cher que les emprunts publics. Les autorités publiques supportent toujours le risque de l'échec d'un projet. Les partenariats publics-privés ne garantissent pas un meilleur rapport qualité-prix et les gains d'efficacité et d'innovation ne peuvent pas entraîner une mobilisation opportune du budget. Les partenariats publics-privés ne peuvent contribuer à la corruption, sont opaques et les partenariats publics-privés faussent les priorités des politiques publiques et obligent les services publics à réduire leurs coûts. Sur la base de ces critiques existantes qui a marqué l'engagement du secteur privé dans la coopération au développement. Le manuel fournit également des directives sur la manière dont les organisations de la société civile devraient envisager ces activités d'un autre point de vue, les évaluer, et ceci se fait notamment à travers les principes de Kampala. Les principes de Kampala ont été rédigés pour fournir des orientations normatives sur le travail collectif visant à renforcer l'engagement du secteur privé et à l'aligner davantage sur les priorités nationales en matière de développement durable. Il pourrait être utilisé pour concevoir et suivre l'engagement du secteur privé au niveau de l'élaboration des politiques, de la planification des programmes jusqu'à la mise en œuvre et au suivi. Il comble le fossé entre le secteur privé et les acteurs civiques en établissant des mécanismes de transparence et de responsabilité mutuelle. Les principes de Kampala comportent 5 principes interconnectés. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces programmes, étant donné que les principes, que tout le monde peut avoir accès à ce document, mais de manière générale, il s'agit de l'appropriation inclusive du pays, du renforcement des capacités au niveau national. Le deuxième principe porte sur les résultats et l'impact ciblé qui vise à réaliser les objectifs de développement durable à travers des gains partagés. Le troisième principe est relatif au partenariat inclusif et qui vise à renforcer la confiance à travers le dialogue et la consultation. Le quatrième principe porte sur la transparence et la responsabilité qui vise à mesurer et à disséminer les résultats des objectifs de développement durable et mettre à l'échelle les cas de réussite. Et le cinquième principe consiste à ne pas faire de laisser pour compte, c'est-à-dire atténuer les risques pour tous les partenaires, à la fois des acteurs privés et des acteurs publics. En tant que CSO, nous accueillons favorablement tout instrument qui est conforme aux objectifs de développement durable, malgré que nous avons des perspectives à partager en matière d'amélioration des principes de Kampala en relation avec ces objectifs. Et un élément que nous
soulevons très souvent est que nous mettons l'accent sur les solutions bénéfiques aux problèmes de développement durable. Mais ceci pourrait supplanter les objectifs les plus pressants qui sont la réduction de la pauvreté et des inégalités. Il faudrait aussi reconnaître les limites de ce cadre, étant donné qu'il demeure volontaire et non contraignant, ce qui rend difficile d'assurer la conformité des acteurs du secteur privé. Il faut intégrer un cadre de suivi qui va documenter les cas de conformité et de non-conformité des acteurs au développement, en particulier en prenant en compte le fait que, comme je l'ai rappelé, ce cadre est volontaire et donc non contraignant. Sur la base de tout ce qui a été discuté jusqu'ici, le manuel de l'engagement du secteur privé donne les détails de l'engagement du secteur privé dans la coopération au développement et propose 3 approches interconnectées. D'abord, l'aide en faveur d'une réglementation gouvernementale en termes d'établissement de mécanismes solides qui garantiraient la transparence et la responsabilité des entreprises. Deuxièmement, assurer le suivi pour le suivi des OSC, ce qui inclut l'initiative Private Sector Watch et en mettant clairement l'accent sur le suivi des firmes multinationales et transnationales. Et troisièmement, promouvoir les micro, petites et moyennes entreprises. Cette approche décrit clairement comment nous voulons apporter le changement dans les comportements du secteur privé. Pour conclure, je dois insister que le manuel offre la possibilité aux OSC de cartographier l'engagement du secteur privé dans la coopération au développement. Et voici comment nous pouvons suivre les comportements du secteur privé au niveau national. Nous devons commencer par identifier les projets d'engagement du secteur privé et les parties prenantes impliquées dans ces processus. Ensuite, identifier les objectifs de développement durable et les résultats de développement durable spécifiques qui se rapportent à ces projets. Et enfin, collecter des données et mener une analyse quantitative et qualitative basée sur les principes de Kampala comme cadre général d'analyse. Mesdames et messieurs, avec ce manuel sur la participation du secteur privé dans la coopération au développement, nous espérons que cette boîte à outils nous permettra d'être de véritables chiens de garde du comportement du secteur privé, de faire en sorte que les grandes entreprises puissent se conformer aux principes de reddition de comptes et de transparence. Voilà quelque peu l'essence du manuel sur la participation du secteur privé dans la coopération au développement et voilà son importance dans le contexte le plus élargi qu'est le rôle des OSC dans la mise en œuvre des principes de Kampala et dans le suivi des comportements des grandes entreprises. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté attentivement. Merci. Merci infiniment pour cette présentation exhaustive, quasi exhaustive du contenu du manuel. Je peux voir qu'il y a déjà des questions dans la fenêtre de questions-réponses. Je peux voir aussi qu'il y a des personnes qui lèvent la main, qui souhaitent prendre la parole. Pour mieux nous organiser, je vous invite à rédiger votre question dans la fenêtre de questions-réponses pour que nous puissions continuer avec ce qu'il y a à faire et donner la parole après que les panélistes aient fait leur présentation à ceux qui souhaitent prendre la parole pour les échanges. Notre premier panéliste et premier réacteur à ce lancement du manuel est Marie-Josée Sade,
du réseau arabe, du réseau d'OSC arabe pour le développement. Elle est agent de recherche et programme. Pour chaque panéliste, nous avons 3 questions qui vont guider leur intervention. Rapidement, je vais présenter les questions pour nous rafraîchir la mémoire. Comment est-ce que les OSC peuvent se servir des mécanismes de suivi pour assurer l'efficacité au développement et le respect des droits de l'homme dans l'implication du secteur privé dans la coopération au développement? Comment le manuel peut-il être comparé à d'autres instruments d'engagement du secteur privé? Comment celui-ci peut mieux apporter l'efficacité au développement? Comment est-ce que les OSC peuvent apprendre de l'utilisation du guide? Voilà les questions auxquelles les panélistes sont censés répondre. Je vous donne la parole à présent. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de rendre cet événement disponible. Merci pour le guide lui-même, pour tous ceux qui ont participé à sa rédaction. Je vous remercie à tous ceux qui ont participé à sa rédaction. Le manuel nous permet de suivre l'engagement du secteur privé dans la coopération au développement. Le guide a la possibilité de renforcer les capacités et d'habiliter les OSC locales à participer au processus de développement et plus particulièrement s'assurer que le secteur privé est responsable du respect des principes de droits de l'homme et des principes de développement durable. Les principes de Kampala nous offrent un cadre qui peut être utilisé pour assurer la conformité aux principes de développement de l'efficacité du développement et d'une manière durable. C'est ce qui est un élément différent de ce qui se faisait par le passé dans le guide. Les principes que je vais répéter rapidement sont une appropriation, un impact national, un impact ciblé, le renforcement de la reddition des comptes et enfin ne pas faire de laisser pour compte. Comme vous pouvez le voir, cette version demande le respect des droits de l'homme et l'efficacité au développement. Et je pense que la plupart du travail que les OSC font se rapporte de manière fondamentale à ces principes. Ces principes sont omniprésents dans toutes nos actions. Malgré que ces principes n'inclut pas une obligation contraignante pour les OSC peuvent être utilisés comme un outil pour suivre le comportement des entreprises et peuvent renforcer le travail du plaidoyer, être disséminés ou divulgués chez toutes les parties prenantes. Pourquoi est-ce que ces principes sont importants? Compte tenu de l'accroissement de la participation du secteur privé aux activités de développement et son influence politique. Aussi, la première étape pour ces organisations de la société civile locale serait d'utiliser cet outil pour cartographier la participation du secteur privé, concevoir des outils de suivi de l'engagement du secteur privé et finalement inclure les principes de Kampala dans leurs analyses. Après cette étape facilitée par le guide, le manuel, les organisations doivent sensibiliser et plaider pour un cadre légal et réglementaire pour toutes les parties prenantes, telles que les parlementaires, les institutions nationales, les bailleurs de fonds, pour leur demander d'adopter ces principes. Dans ce contexte, les résultats du rapport peuvent être utilisés dans diverses plateformes pour influencer les politiques et peuvent être
utilisés par les OSC. Nous avons par exemple les campagnes médiatiques et sur les réseaux sociaux pour souligner les violations, les risques et fournir des recommandations directes et des directives aux décideurs. La plupart du temps, ces projets de développement que nous voyons dans les vidéos ont un impact environnemental, culturel, social fort sur la vie quotidienne des personnes qui peuvent être utilisées pour améliorer ou fait porter la voix des populations dans des campagnes telles que celles que nous avons vues récemment au Liban, où nous avons pu, avec une action la construction d'un barrage que nous avons pu faire arrêter il y a de cela 2 ans à cause de l'impact sur l'environnement. Un projet qui était financé par le FMI et la Banque mondiale et qui était censé être mis en œuvre avec le concours de partenaires au développement. Aussi, cet outil permet d'organiser des séances de dialogue avec le secteur privé, les petites, moyennes, micro-entreprises, les syndicats, les ministères, les gouvernements, les commissions, les institutions internationales, etc. Les résultats du rapport peuvent être également utilisés pour construire des alliances avec les syndicats ou des alliances entre les OSC, par exemple, les associations de personnes vivant avec un handicap, les migrants, etc., pour prendre des actions spécifiques, peuvent également conduire à la prise d'action conjointe entre les ONG, les syndicats et au sein de la société civile en général. Les résultats peuvent enfin appuyer les interventions dans les forums nationaux, internationaux, régionaux organisés par les banques multilatérales, les bailleurs de fonds, les institutions de développement et toute partie responsable du financement et de l'implication accrue du secteur privé dans les politiques. Donc, de manière fondamentale, il faudrait qu'il y ait des conditions imposées à ces bailleurs de fonds basées sur la coopération internationale et sur le respect des droits de l'homme. Par exemple, une pré- et une post-évaluation du secteur privé qui, je suis convaincue, sont présents dans la boîte à outils, dans la deuxième partie notamment. Donc, qui se rapporte au respect de l'environnement, à la qualité du travail et de manière générale au respect des droits de l'homme. Merci infiniment. Je suis parvenue au terme de ma présentation. Marie-Josée, merci. C'était une perspective très riche que vous avez partagé avec nous sur la manière d'utiliser ce rapport. Certaines organisations travaillent sur des cas d'études déjà ou ont déjà utilisé cet outil. AEND peut se servir de leur expérience. Il ne nous reste plus suffisamment de temps. J'espère qu'il y aura une phase d'échange. Je vais donner la parole au prochain panéliste, Jiten Juman, secrétaire du Centre pour le plaidoyer et la recherche de Manipur. Jiten, si vous pouvez faire votre intervention à 2 ou 3 minutes. Désolé de vous mettre la pression. Mais s'il vous plaît, en gardant à l'esprit que vous êtes interprété, ne soyez pas très rapide. OK, merci infiniment, Josefina. Je ne peux malheureusement pas allumer ma vidéo. Je souhaite tout d'abord féliciter Reality of Aid et le POED pour le lancement de ce manuel qui arrive à point nommé, en particulier étant donné l'intensification de la participation du secteur privé à travers le monde et même en Inde, l'implication du secteur privé dans plusieurs secteurs s'est accrue. Et ceci appuyé par un soutien constant et des institutions à travers le monde au secteur privé. Nous voyons donc un déploiement du secteur privé dans plusieurs domaines, dans tous les secteurs, le secteur énergétique, infrastructurel, etc.
L'implication du secteur privé, toutefois, a donné lieu à de nombreuses controverses liées notamment à la pression sur l'environnement, la pression sociale, etc., ce qui met à mal les principes dont nous parlons, notamment les principes de Kampala aussi. Ceci a mis à mal ou entravé ces principes sur le plan de la reddition des comptes, sur le plan de la protection de l'environnement, du développement durable. Donc, le manuel vient à point nommé, comme je l'ai dit, pour ne pas répéter ce que j'ai dit au départ. Ce manuel sera une référence pour la société civile, en particulier ceux qui travaillent dans les communautés, parce que l'implication ou le succès de ce manuel dépendra de son utilisation effective au sein des communautés et au sein des groupes marginalisés qui contredisent la participation du secteur privé dans, ou l'implication l'influence du secteur privé sur leur vie et sur leurs moyens de subsistance quotidiens. S'agissant des implications dans le suivi de la coopération au développement, de l'efficacité au développement, au niveau local, nous devons l'envisager du point de vue local ou du point de vue quotidien. Nous devons également l'envisager sur le plan du respect des principes que j'ai mentionnés tantôt. Il faudrait s'assurer que cette participation n'aille pas à l'encontre des besoins, des aspirations des peuples. Et je pense que le manuel a très bien documenté les défis associés à l'implication du secteur privé. Donc, ceci dit, ce qui est plus important est que le manuel ne se limite pas à documenter ou à suivre, mais qu'il puisse renforcer les capacités et donc améliorer les capacités des communautés à suivre elles-mêmes l'implication du secteur privé. Ce qui est davantage important est le fait que ce manuel peut appuyer les campagnes de plaidoyer au niveau local, au niveau sous-régional également. C'est un aspect très important. Par ailleurs, il faudrait répliquer ou sensibiliser sur le contenu de ce manuel en relation avec les principes de Kampala et en relation avec le suivi de l'engagement du secteur privé. Les principes doivent être disséminés sur une large échelle pour permettre aux communautés de pouvoir agir, de pouvoir jouer effectivement leur rôle de chien de garde. Aussi, le manuel doit pouvoir mobiliser le secteur privé, les autres parties prenantes, le gouvernement qui participent à la coopération au développement. Le manuel devrait également permettre de s'assurer en tout temps du respect des droits de l'homme. Aussi, le manuel est déjà traduit en 3 langues. Il faudrait que le résumé de ce document soit également traduit en quelques langues, les langues du secrétariat du POED. Peut-être qu'il faudrait des réunions de consultation sur ce point. Voilà quelques points que je voulais soulever à propos de ce manuel. Les OSC qui ont eu une expérience de suivi de l'action, de l'engagement du secteur privé en se servant de ce manuel peuvent partager leur expérience pour optimiser l'application de ce manuel. Ceci dit, je m'arrête là et je tiens à mettre l'accent sur le fait que ce groupe doit être disséminé sur une large échelle. Merci. Et je remercie le POED pour son élaboration. Merci Jiten. Merci pour votre intervention succincte.
Hosea et Jiten nous ont présenté l'importance de ce manuel d'un point de vue de la société civile, comment le guide peut être pertinent pour accroître la sensibilisation, le plaidoyer sur l'importance du secteur privé, de la participation du secteur privé dans la coopération au développement, comment le manuel peut contribuer à le renforcement des capacités des communautés ou des OSC en offrant des outils pertinents de suivi et évaluation et comment le manuel se démarque des outils existants. José Maria a précisé que le manuel permettait de contrôler la conformité des actions du secteur privé au principe de Kampala. Nous allons donner la parole à notre dernier panéliste, Raphaël Jude Figuera, qui est analyste politique junior au PNUD OCDE. Nous avons posé deux questions sur lesquelles je vais rapidement revenir. Quel pourrait être le rôle des OSC dans le suivi du secteur privé en relation avec le développement durable et comment est-ce que les OSC pourraient s'assurer du respect des principes de Kampala et comment les OSC pourraient appuyer les micro, petites, moyennes entreprises et est-ce que les principes de Kampala pourraient conduire à un changement de paradigme dans l'implication du secteur privé dans la coopération au développement. Voilà les questions, je vous donne la parole. Avant cela, s'il vous plaît, on pourrait tirer un peu avec la réunion pour permettre à ceux qui ont des questions à poser de le faire. Merci, Joséphina. Nous avons été en contact avec vous tout au long de l'élaboration de ce document. Aussi, je rejoins Jiten qui a dit qu'il était non seulement important d'avoir ce document, mais davantage de le disséminer pour qu'il soit effectivement utilisé dans le suivi de l'implication ou de l'engagement du secteur privé. S'agissant les principes de Kampala permettent d'appuyer l'OPOD et les organisations de la société civile. Je serai bref, je vais rapidement répondre aux deux questions. La première question sur le rôle que pourraient jouer les OSC dans le suivi de l'engagement du secteur privé en relation au développement durable. Les OSC peuvent jouer plusieurs rôles dans le suivi de l'engagement du secteur privé. Premièrement, les OSC jouent le rôle important de chien de garde. Et je ne vais pas vous définir ce que c'est qu'un chien de garde. Des collègues en ont parlé, mais pour la cartographie des projets, nous avons également vu qu'il est important que les OSC soient impliqués dans la conception de politiques nationales et locales et des stratégies nationales et locales parce que la voix des OSC est essentielle pour le cadre dans son ensemble. Les OSC sont le plus susceptibles de toucher les personnes les plus vulnérables et tous les compartiments de la société pour s'assurer que les politiques soient efficaces. Aussi, au niveau des projets, les OSC devraient être impliqués au niveau de la conception de ces projets parce qu'elles jouent le rôle d'interface entre les communautés qui sont censées bénéficier des projets et ceux qui sont censés mettre en œuvre ces projets. Ce rôle d'interface est très important parce que à travers cela, les OSC s'assurent que les projets de conception et de mise en œuvre des projets soient inclusifs. Aussi, ils jouent le rôle d'alerte sur la négativité de certains projets. Pour des projets qui ont un impact négatif sur les populations, les OSC peuvent se charger de les informer à l'avance. Aussi, les OSC peuvent
agir dans la mise en œuvre de ces projets dans une certaine mesure. Avant les principes de Kampala, nous avons vu l'implication des OSC dans la mise en œuvre de certains projets dans les zones rurales où les gouvernements n'arrivaient pas à toucher les populations dans ces communautés et ont dû collaborer avec plusieurs OSC dans ces zones qui ont pu leur proposer des solutions pour une meilleure coopération avec les populations. Ils ont donc ce rôle de mise en œuvre des projets dans une certaine mesure. Enfin, les OSC jouent le rôle de suivi et c'est l'essence même de ce manuel. Le suivi peut être interne et même externe. Les OSC sont donc chargés de suivre ce qui se fait et ceci est important pour la communauté qui est censée bénéficier du projet. Enfin, les OSC, quel est le rôle des OSC dans l'appui aux principes de Kampala et leur appui aux micro, petites et moyennes entreprises? Comme je l'ai rappelé, les OSC ne doivent pas uniquement être à la table des négociations, des discussions, des projets, mais doivent faire partie du processus de mise en œuvre de ces projets. Les OSC doivent plaider pour l'implication des micro, petites, moyennes entreprises qui, à cause de leur taille, ne sont pas souvent impliquées. Les OSC doivent donc les aider dans un sens. Ça pourrait être aussi en s'assurant que les partenaires au développement communiquent leurs interventions et essayer de montrer et de partager leurs priorités au niveau des communautés. Donc, je vais m'arrêter là, être un peu bref. Je sais que nous avons très peu de temps. Nous n'allons pas vous retenir trop longtemps. Je vais m'arrêter ici donc. Merci Raphaël. Et je pense, comment est-ce que devons-nous nous organiser maintenant, sachant le temps qu'il nous reste? Il y a un certain nombre de questions dans la boîte de discussion, dont certaines ont été déjà touchées par nos panélistes. Je pense que nous pourrons peut-être prendre 3 autres questions pour avoir un certain nombre de réactions, ou peut-être nous arrêter à 2 questions. Je vais voir si quelqu'un lève la main. Je vois il y a une main levée. Soulé Alaro, vous avez levé la main. Vous devez désactiver votre micro pour poser votre question, Monsieur Soulé Alarou. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, je pourrais lire les questions qu'il y a dans la boîte de questions-réponses. Marc, est-ce que vous vouliez prendre la parole? D'accord. Nous allons maintenant passer aux questions qui sont posées dans la boîte de discussion. Il y a une question de Lloyd Johnson. La question est en espagnol. Je vais essayer de traduire ça en français. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de l'utilisation de la boîte d'outils pour le suivi de l'impact mondial proposé par le secrétaire général? Je pense que Martha a déjà répondu à cette question dans la discussion directement.
Je pense que cette question a déjà obtenu une réponse. Lucas, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Est-ce que vous me recevez? Oui, nous vous recevons. Très bien, bonsoir. Merci pour la présentation. J'ai une question rapide sur l'une des choses que je crois avoir entendues au cours des différentes présentations. C'est sur la boîte d'outils que le PED a présentée. Je voudrais avoir une bonne compréhension des interconnexions entre les différentes activités, entre le manuel et la boîte d'outils. Merci. Merci, Lucas, pour la question. Il y a deux autres questions dans la boîte questions-réponses. Peut-être que nous pouvons y répondre directement. Donc, nous avons deux autres questions. Une question de Pantaleon Choki qui a dit: est-ce qu'il y a un plan pour permettre la collecte d'initiatives essayées? Je pense que je peux répondre directement à cette question. Oui, il y aura le Private Sector Watch en ligne qui va répertorier toutes les initiatives dans ce domaine. Et sur la question de Georgina, je vais lire la question pour que quelqu'un puisse répondre. Comment obtenir des coopérations internationales de partager leurs projets dans les pays, c'est-à-dire les projets sur lesquels ils travaillent dans les pays avec le secteur privé pour que nous puissions faire le suivi. Maintenant, pour les panélistes, Joe, j'ai une question aussi que je voudrais ajouter. C'est sur le fait que nous pouvons avoir de nouveaux indicateurs, 3 par exemple sur le secteur privé. Ce serait bien intéressant si je peux savoir s'il y a déjà une actualisation de cet indicateur numéro 3. Où est-ce que nous commençons alors? Raphaël, est-ce que vous pouvez prendre les devants et apporter quelques réponses? Oui, il y a beaucoup de très belles questions. Et je vais commencer par la première. Sur la boîte d'outils, oui, ce programme de travail qui a été initié en décembre avec une activité sur les outils pour la mise en œuvre du plan des principes de Kampala. Donc, il doit y avoir des boîtes d'outils pour chaque composante du secteur privé, la société civile. Donc, nous travaillons avec les partenaires dans le sens de la coopération pour que nous puissions recueillir leurs rétroactions. Et la prochaine étape sera maintenant le secteur privé. Et comme je l'ai mentionné, nous voulons aussi cibler la société civile pour essayer de faire les liens. Je pense que la boîte d'outils est un moyen pratique de voir le rôle des OSC dans des domaines spécifiques parce que le manuel est beaucoup plus axé sur la recherche et aussi c'est un outil pour le plaidoyer, alors que la boîte d'outils a des questions spécifiques que nous pouvons utiliser. Donc, je pense que les deux se complètent adéquatement. Alors, sur les deux autres questions, je pense comment obtenir des entreprises internationales qu'elles communiquent sur leurs projets. Je pense que à travers le principe de Kampala, le groupe relance
une initiative pour vérifier l'adéquation ou la conformité aux principes de Kampala. Et donc, c'est notre cadre principal. Et nous sommes en consultation avec la société civile et d'autres partenaires pour essayer de voir quels sont les indicateurs spécifiques que nous voulons utiliser. Nous avons recueilli aussi des feedbacks et nous essayons de voir comment et si c'est possible que les partenaires au développement au niveau national peuvent communiquer sur leur utilisation des principes de Kampala et s'ils font des rapports conformément à cela. Mais actuellement, nous sommes en train de développer quelques activités techniques pour voir comment vont se présenter les indicateurs. Et si je ne me trompe pas, je pense que la date butoir pour cela, c'est dans les semaines à venir pour que nous formulions une proposition. Mais ce n'est pas encore sûr. Peut-être que Meja a plus d'informations, sachant qu'elle est la coprésidente du POD. Et ensemble avec les autres collègues, peut-être qu'ils pourront apporter plus d'éclaircissement à ce sujet. Merci Raphaël pour cette contribution. Je pense qu'il y a la question sur les indicateurs 3 qui a déjà obtenu une réponse. Et je voudrais aussi donner la possibilité aux autres panélistes d'apporter peut-être quelques éléments à ces questions qui ont déjà été posées. Est-ce qu'il y a d'autres feedbacks? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, même si ce fut une séance courte, je pense que nous pouvons passer maintenant à la cérémonie de fin qui sera dirigée par la directrice le directeur de Aid Africa, Reality of Aid Africa, Vitalis Medja. Je vous donne la parole. Je voudrais vous remercier, Josephina. Permettez-moi de commencer par vous féliciter et à féliciter le groupe de travail pour ce beau travail qu'ils ont réalisé. Le premier de ce genre, bien évidemment. Et comme je le dis, cela nous permettra de placer la coopération au développement au cœur ou plutôt mettre le secteur privé au cœur donc, de la coopération au développement. Et je pense que cela est très, très important. Et dans le sens de ce que mes collègues ont déjà dit, je pense que ceci nous donne quand même du matériel que nous pourrons, du contenu que nous pourrons utiliser pour organiser l'atteinte de l'indicateur 3 qui, entre autres, vise à chercher à trouver des moyens pour opérationnaliser et mettre en œuvre le principe de Kampala et mettre aussi en place des dispositifs de suivi. Donc, c'est donc un développement nous nous félicitons de ce développement et avec d'autres acteurs de la société civile, nous voulons souhaiter que nous prenions véritablement ce travail pour générer des informations alternatives qui pourront être utilisées pour appuyer notre travail. Comme vous le savez, à travers le temps, le POD a été au premier plan quand il s'agit de concevoir des outils et du matériel qui seront utilisés, qui pourraient être utilisés par la société civile et qui touchent les questions relatives aux sociétés, aux communautés dans le domaine de la coopération et développement. Et donc, je trouve que ceci est l'un des moyens que nous pourrons utiliser pour transformer comment nous appuyons les initiatives des
communautés qui sont affectées par les interventions du secteur privé et aussi pour les tenir responsables de leurs différentes initiatives. Je peux vous assurer que nous continuons, comme nous continuons dans le processus de faire le suivi de ce cadre. Je voudrais encourager le POD, comme comme cela a été spécifié dans dans le groupe de travail, de rester en attente comme nous commençons à développer et à réorganiser l'indicateur 3, nous pourrons vraiment à venir et nous apporter un appui technique dans ce processus. Et en tant que co-président, nous sommes très ouverts à recevoir les perceptions et les recommandations de ceux-ci. Dans ce sens, je voudrais déjà remercier les organisateurs, remercier aussi le groupe de travail pour le travail merveilleux qu'ils ont réalisé. En ce qui me concerne, ce ne sont que des mots de félicitations. Je voudrais dire que c'est maintenant le moment pour nous de travailler. Nous avons les outils qu'il faut et nous ferons ce qu'il faut pour la transformation dans notre suivi du comportement du secteur privé. Avec ces mots, je voudrais vous remercier une fois encore pour l'invitation que vous m'avez adressée et merci de me donner la possibilité de donner ces mots de conclusion à notre session. Je vous donne la parole. Merci. Merci, Mesha, et merci à tout le monde pour votre participation, même si nous sommes restés un peu plus longs que prévu. Le manuel, les liens vous seront envoyés, tout le contenu vous sera envoyé par l'équipe de communication. La discussion vient juste de commencer. Je pense que ceci est déjà un effort en ce qui nous concerne pour que nous puissions déjà à notre niveau aussi créer des bases de preuves, de connaissances et avoir notre perspective et nos données personnelles dans ce domaine. Il y a une suggestion que ceux qui veulent rester peuvent atteindre encore 1 minute pour que nous puissions activer nos caméras et que nous prenions une photo de famille. Tout le monde peut le faire à présent. Donc, si cela ne vous pose pas de problème, activez votre vidéo pour que nous puissions prendre cette photo de famille et que nous mettons fin à cette session. Ça fait plaisir de vous voir tous. Très bien. Je peux voir tout le monde maintenant. J'ai toujours quelques difficultés avec la caméra. Je pense que nous sommes tous à l'écran actuellement. Je vais prendre des photos. Très bien. 1, 2, 3. Vous pouvez attendre que les autres acceptent l'invitation à activer leur vidéo. Cécile, est-ce que vous pouvez coordonner la prise de cette photo de famille? Donc, si vous pouvez tous activer vos caméras. Salut tout le monde, est-ce que vous pouvez activer votre caméra, s'il vous plaît? Un, deux, trois. Souriez.
Merci et merci à tous nos panélistes. Je pense que merci pour votre temps et merci pour votre participation aujourd'hui. Portez-vous bien. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir.